Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers parce qu'ils sont étrangers. Nous croyons à l'intégration. J'ai le sentiment du devoir accompli. Élisabeth Borne, ce soir, n'est plus premier ministre ou première ministre de la France. Le président Macron lui avait fait part de son intention de changer de premier ministre. Donc, demain, Macron devrait désigner un successeur. Le nom qui circule le plus est celui de Gabriel Attal, le jeune ministre de l'Éducation qui n'a que 34 ans, qui a déjà été porte-parole du gouvernement et qui est très populaire en France. Qu'est-ce qui a coûté la défaite pas d'Emmanuel Macron, mais d'Élisabeth Borne comme première ministre? C'est sans doute les réformes de retraite, l'immigration. Et M. Macron n'était plus très à l'aise avec sa manière de gouverner, mais il veut relancer son quinquennat. Alors, j'ai parlé tout à l'heure à Christophe Barbier. Il est éditorialiste pour BFM TV. On l'écoute. Christophe Barbier, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Alors, journée de grande turbulence à Paris avec la démission et ou le congédiement d'Élisabeth Borne. Comment expliquer ce départ? Élisabeth Borne était d'abord physiquement épuisée. Elle est restée 19 mois au pouvoir dans des conditions difficiles et elle était politiquement épuisée. Elle n'avait plus les moyens de vraiment contrôler sa majorité, qui est une majorité relative. Le gouvernement est minoritaire en France. Elle n'avait plus les moyens de passer des accords avec la gauche ou la droite pour essayer de compléter cette majorité. Par ailleurs, elle n'avait plus grand-chose à mettre sur l'établi du pouvoir. Les deux grandes réformes sont passées dans la douleur, les retraites et l'immigration. Elle n'avait plus l'énergie. Enfin, lors de la loi sur l'immigration au mois de décembre, sa méthode n'a pas été vraiment appréciée par le président de la République et il ne la considérait plus assez énergique pour mener la campagne des élections européennes qui auront lieu en juin en France, dans toute l'Europe. Et l'extrême droite en France est largement favorite. Elle a le sentiment d'un devoir accompli. Elle a accompli aussi en se faisant donc la volonté d'Emmanuel Macron avec ses grandes réformes, non? Est-ce qu'elle est donc sacrifiée pour avoir fait ce que Macron voulait qu'on fasse pour la France? Bien sûr, elle est là pour appliquer le programme du président de la République. Un Premier ministre en France n'a pas de latitude d'action. Mais elle n'a pas complètement abouti dans ce projet. Elle a fait voter des textes, plus d'une cinquantaine, souvent en utilisant l'article 49.3 de la Constitution, c'est-à-dire un vote autoritaire, un passage en force qui doit aboutir soit à l'adoption de la loi sans discussion, soit à la chute du gouvernement. Et donc, c'est une manière très brutale de faire de la politique. Mais surtout, le président lui avait confié une mission politique, élargir la majorité, trouver un accord durable sur certains textes, notamment avec la droite, pour pouvoir avancer sereinement. Et là, elle a échoué. Elle n'a pas réussi à convaincre la droite de la soutenir clairement. Mais son échec à elle, n'est-il pas aussi l'échec de Macron, le type de président qu'il incarne, qu'il est, et sa relation avec les Français, les réformes qu'il voulait implanter? Bien sûr, c'est aussi l'échec de Macron. D'abord parce qu'il a été réélu en 2022 sans un véritable programme. On ne sait pas quel cap il veut donner à la France pour les 5 ans de son second mandat. Ensuite, Emmanuel Macron a nommé une première ministre, Élisabeth Borne, venue de la gauche, alors que la majorité pouvait se renforcer uniquement vers la droite. Donc c'était compliqué. Il s'est trompé aussi de personne. Et puis enfin, Emmanuel Macron est dans une forme de divorce avec le peuple français. On sait qu'il ne peut pas se représenter juridiquement en 2027, donc il est dans une phase crépusculaire de son pouvoir et il n'a pas su, par-dessus Élisabeth Borne, relancer le pays. Il a tenté beaucoup de choses, des réunions de partis, un conseil national de la refondation, des colloques avec les Français. Rien n'a vraiment fonctionné depuis 1 an et demi. Il nous promet en janvier un nouveau grand rendez-vous avec la nation. Il aura un nouveau Premier ministre. Il n'a pas le droit à l'erreur cette fois-ci.
Pas le droit à l'Europe parce que certains estiment que nommer Élisabeth Borne était peut-être une erreur vu sa personnalité très austère. C'était plus une technicienne qu'une politicienne. Mais là, la rumeur ce soir, au moment où on se parle, c'est cette jeune star, parce qu'on le voyait partout dans les médias défendre les politiques les plus controversées du gouvernement. C'est ce Gabriel Attal, quand même, 34 ans, ancien porte-parole du gouvernement et ministre de l'Éducation nationale. Un bon choix. Tout à fait. Il fait un parcours flamboyant. C'est un choix audacieux. Ça rappelle un peu François Mitterrand en 1984 qui avait choisi Laurent Fabius, un autre très jeune personnage politique. Donc c'est un pari pour Emmanuel Macron. C'est le pari de la jeunesse, c'est le pari de la loyauté, c'est le pari aussi de quelqu'un qui est très audacieux. Il vient de la gauche également, Gabriel Attal, mais au ministère de l'Éducation, il a pris des mesures et il a eu une attitude de droite contre le communautarisme musulman, contre les vêtements religieux musulmans à l'école, pour l'autorité, contre le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux. Il incarne la poigne. Ça lui a valu une popularité phénoménale en 3 mois à peine. Donc Macron profite de cet effet star. Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est un atout? Seuls les mois prochains le diront s'il est confirmé. Parce que vous le disiez, il est favori ce soir. Mais il devait être nommé avant 20h et s'est repoussé à demain matin. Alors, qui veut vraiment se lancer dans l'aventure d'être premier ministre en France quand on sait qu'on peut être limogé n'importe quand, que c'est un siège éjectable? C'est un siège éjectable. Un ancien Premier ministre, Raymond Barre, disait à Matignon, le lieu où travaille le Premier ministre, il faut savoir durer et endurer. Et c'est vrai que c'est un travail très difficile. Mais c'est étrange. Chaque fois qu'on propose à quelqu'un, il accepte. Comme quoi, vous voyez, l'ambition compense largement la difficulté du poste. Oui, le pouvoir est extrêmement grisant, mais on disait d'Élisabeth Borne, justement, qu'elle n'avait pas tant d'ambition que ça. Est-ce qu'il y a un effet Depardieu dans l'impopularité en ce moment de Macron, étant donné ses déclarations au lendemain donc de ce reportage de complément d'enquête, à savoir qu'il n'a pas eu une pensée bienveillante pour les plaignantes? Depuis qu'il a été élu en 2017, Emmanuel Macron a pratiqué des petites phrases qui choquaient la population. Et c'est ça qui lui a valu aussi son impopularité. La défense de Gérard Depardieu par Emmanuel Macron, c'est le dernier avatar de ce comportement de communicant disruptif, mais finalement un peu pyromane. Ça n'a certes pas aidé Emmanuel Macron ces dernières semaines. Mais ça a été aussi une diversion. On n'a plus du tout parlé de la loi immigration, on n'a plus du tout parlé de l'inflation et des problèmes de pouvoir d'achat. Toute la France, autour des fêtes de fin d'année, a parlé de l'affaire Depardieu. Ça a nui au président et ça lui a rendu service en même temps. Aujourd'hui, en fait, ces jours-ci, c'est l'anniversaire de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Quelle émotion cela provoque-t-il en France en ce moment, 8 ans après les événements? Ça provoque toujours une émotion forte qui est redoublée par ce qu'il s'est passé depuis le 7 octobre, depuis les attentats du Hamas en Israël. La société française s'est divisée. On a vu une partie de la gauche radicale soutenir le Hamas, presque un mot ouvert. Et donc la société française a été plongée dans un bain glacé où on a eu l'impression que l'antisémitisme revenait et qu'il y avait en France un islamisme conquérant. Et les attentats de Charlie Hebdo semblent avoir été précurseurs de cette évolution. Donc ça durcit beaucoup le débat politique et les élections européennes qui vont se tenir dans quelques mois sur tout le continent vont être marquées par cette crainte de l'islam politique et de l'islamisme. Et la crainte aussi peut-être du Front national? Oui, le Front national en France, le Rassemblement national, mais aussi M. Orban en Hongrie, Meloni en Italie, M. Wilders aux Pays-Bas, ce sont les réponses de la population à cette crainte, à cette peur de l'islamisme. Comme s'il fallait aller chercher à l'extrême droite un antidote à ce risque islamiste. La campagne des européennes va être baignée par cette peur qui s'additionne à une autre, bien sûr, c'est la peur de la Russie sur fond de conflit en Ukraine. Christophe Barbier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Fort éclairant. Merci. Bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.